Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, il y a un très bel, pas un article, mais oui, une sorte de post que j'ai vu qui est tiré un peu d'une interview de Michael Owen. Michael Owen, l'ancien joueur anglais qui est devenu consultant. Je crois qu'il est consultant aussi dans une chaîne anglaise, je ne sais pas laquelle et tout. Et il a fait une très belle, très très belle interview où il racontait beaucoup de choses sur sa carrière et tout, parce que tu vois, Michael Owen, pour les jeunes générations, Michael Owen était un peu, si vous voulez, le Kylian Mbappé un peu des années 90. Ce mec-là, quand il avait 19 ans, vous l'avez vu avec des performances géniales, un peu comme la Coupe du Monde 98 contre l'Angleterre. Il a été Ballon d'Or à 21 ans. Je crois que c'est le dernier Ballon d'Or anglais, si je me trompe pas. C'est un joueur qui a eu énormément, c'était vraiment un génie du foot, hein, Michael Owen. Quand il commençait, c'était vraiment un prodige du foot. On l'appelait le Ronaldo anglais, si je me souviens bien, encore Ronaldo le brésilien. Il était excessivement technique, excessivement vivace, mais son prime n'a pas duré longtemps. Je me rappelle après la Coupe du Monde 2002, et je crois que les graves blessures qu'il a eues n'ont pas permis de retrouver le niveau qu'il avait à l'âge de 21, 22, 19 et 22. Parce que Michael Owen était un prodige du football. Et je me rappelle, les deux joueurs qu'on regardait beaucoup en termes de futur du football, c'était lui et Anelka. Parce que Michael Owen, mon Dieu, Michael Owen était un top joueur à son prime. À son prime, les gens l'ont tendance à oublier. Mais ce mec-là, c'est un ancien ballon d'or. Un ancien ballon d'or et c'est le dernier ballon d'or anglais. Et donc, moi qui ai toujours trouvé que c'est quelqu'un moi j'ai toujours pensé que l'image de Michael Owen que j'avais par rapport aux interviews que je regardais du personnage, toujours pensé que c'est quelqu'un qui n'était pas très intéressé par le monde du football. Moi, j'avais l'impression que le football, ce n'était pas vraiment sa passion, que c'était plus l'équitation, sa passion, que le football, c'était parce qu'il était doué là-dedans, donc il n'avait jamais vraiment d'avis intéressant parce que je n'entendais très peu d'interviews sur lui parler de football. Il parlait toujours d'équitation, toujours son passion pour l'équitation. Euh, je vais même encore dire un peu une anecdote un peu que un de mes amis m'avait raconté il y a quelques années. Il me disait Michael Owen, ami qui est un très très grand connaisseur de foot. Hein. Oui, quand je parle avec de foot, je ne parle pas de foot avec n'importe qui. Un très ami qui est très grand connaisseur de foot, il me disait Michael Owen quand il avait reçu son ballon d'or à l'époque ne savait même pas c'est quoi qu'il recevait. Donc et j'ai dit quoi? Il ne savait pas que c'est le ballon. Il dit non, il ne savait même pas ce que c'est. Et moi, j'avais toujours une vision de Michael Owen. Bon, c'est un mec qui est talentueux. Et le football, bon, c'est pas trop son truc. Il est talentueux au foot. Mais il y a plein de joueurs comme ça. Hein, ils sont talentueux dans ce domaine, mais ils s'en foutent complètement de l'histoire, du truc. Ils veulent seulement jouer, prendre le pognon, et être performant et partir, quoi. Mais je suis agréablement surpris par l'interview qu'il a donnée dernièrement. Où justement, il fait une très belle réflexion sur le football moderne et des tendances un peu du football moderne là. Ce sont des trucs que moi je parle aussi avec mes proches, avec les gens qui me suivent que le football moderne a des tendances que j'ai du mal avec le football moderne. T'as beaucoup dans le football moderne, traitez-moi de réactionnaire, traitez-moi de passéiste, mais le football moderne, ultra compétitif, ultra physique, ultra rapide, ultra truc, fait que le football perd de son charme. Le football n'a jamais été aussi compétitif que maintenant. Les joueurs n'ont jamais été aussi bien préparés que maintenant. Ils ont une meilleure condition physique à l'époque. Ils ont tout qui les permet vraiment d'avoir un niveau exceptionnel. Mais maintenant, mais ça perd aussi du charme du foot. Parce que comme on est un peu dans la société spectacle, où on nous propose seulement d'avoir des trucs qui font bim bam boum, bim bam boum, bim bam boum, d'où même l'émergence, même d'un championnat comme le championnat anglais, qui est un championnat qui est toujours à 100 à l'heure. Il n'y a presque pas de pause, même si tu regardes un match, peut-être, je prends un exemple, Wigan-Sunderland, ça va toujours à 100 à l'heure. Ça va toujours à 100 à l'heure, le ballon est toujours là, pam, 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 il n'y a pas de temps mort. Ce type de foot-là peut être passionnant, certes, mais j'aime que le football soit aussi beaucoup plus diversifié et beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus éclectique. Je sais pas comment expliquer ça.
C'est-à-dire que quand tu voyais le championnat italien, j'aimais le championnat italien pour ce qu'il était. C'est-à-dire, oui, tu sais que tu vas avoir un championnat fermé, mais il y a quand même des joueurs techniques qui vont faire la différence. Je regarde le championnat espagnol, surtout le championnat espagnol des années 2000, qui avait changé parce que le championnat espagnol n'a jamais été ça. Le championnat espagnol, à la base, c'est un championnat de bourrin. Tu vois le championnat espagnol, toujours aussi technique, toujours aussi truc. Tu vois le championnat allemand, championnat allemand où il y avait de la technique, mais beaucoup aussi, beaucoup de physique et des frappes de loin. Parce que quand tu regardais le championnat allemand, c'était ça. C'était le championnat où tu voyais les mines, les tatates et tout. Donc il y avait ces spécificités-là. Et avec la mondialisation du football, j'ai l'impression que tout le monde joue un peu pareil. Et ça enlève un peu le charme des footballs de club avec cette mondialisation-là. C'est pour ça que je trouve que l'arrêt Bosman a un peu cassé le charme du foot pour moi. Le foot avant l'arrêt Bosman me parle beaucoup plus que le foot après l'arrêt Bosman. Je pense que ça a cassé le charme. Donc, Michael Owen a fait une très belle réflexion, justement, sur la proportion un peu des joueurs actuels et tout. On peut avoir l'impression que c'est le bavardage d'un vieux con, mais je trouve que c'est très intelligent ce qu'il a parlé. Je vais un peu lire un peu le statut. Back in the day, there were a lot of great players that were absolute ballers, properly talented. Now, if you can just run a bit further than everyone else and pass the ball from A to B, then you can have a decent career in the Premier League. You don't even have to be that good anymore. You used to have risky attributes to be a top player. Now you have to be an athlete. If I was playing today's game, I will be scoring at the same level as all top strikers. I believe that. You look at some player in my generation, Brazilian Ronaldo, for example, is Erling Haaland really better than him? Thierry Henry is another. I love Haaland. Can you really say that if you put Henry and Ronaldo in this Manchester City side, they wouldn't score at the same rate? Of course they would. Je trouve que ce que Michael Owen a dit rejoint un peu ce que je commençais à évoquer avec le truc sur Cristiano Ronaldo. Et comment l'impact de Cristiano Ronaldo n'a pas changé le football positivement. Parce que Erling Haaland, je ne fais rien au hasard. Hein. Quand je fais, c'est toujours dans les suites de thématiques dont je développe. Cristiano Ronaldo, comme je vous l'expliquais hier, comme il l'expliquait il y a quelques jours, est le gars qui a gâté le football moderne parce qu'il a fait que le footballeur soit plus un athlète avant d'être un footballeur. Erling Haaland et Mbappé sont clairement l'exemple de ça. Le jeu de Erling Haaland là, c'est un peu une version améliorée de Michu x 100 000, qui est son idole aussi. L'idole de Cristiano Ronaldo et son idole aussi c'était Michu. C'est une version de Michu 3.0, plus physique encore que Michu, plus puissant encore que Michu, plus rapide encore que Michu. Mbappé encore, c'est une version où il a mixé un peu le style de Thierry Henry, le style de Ronaldo, le Brésilien sur les appuis, et aussi cette proportion à toujours rechercher un peu, comment on appelle un peu ça, chercher toujours une sorte d'efficacité sur le truc un peu à la Cristiano Ronaldo. Je trouve que le footballeur aujourd'hui, il y a très peu. L'exemple même de ce que je dis là, c'est la mort d'un poste. Je crois que pour tous les observateurs du foot, il y a un poste qui était phare dans l'histoire du foot pendant très très longtemps, qui était même le poste où tu savais que si tu excellais dans ce poste-là, tu pouvais même être un futur ballon d'or. C'est le poste de numéro 10. Ça n'existe plus dans le football moderne. On a que des 8, on a des 6, on a des mecs ailiers, mais on n'a plus de numéro 10. C'est pour ça que vous avez vu la perte, la disparition de ce poste-là. Regardez un peu les joueurs qui étaient dans cet attribut-là et comment ils ont disparu au fil du temps que le football s'est modernisé. Pastore, Ozil, un autre joueur que j'ai adoré un peu au début là, qui était extraordinaire là, c'est un peu mon chouchou suédois, Forsberg. C'est le numéro 10 à l'ancienne là.
Forsberg, s'il avait été dans les années 90, il serait un peu comme le mec que je le compare tout le temps, il serait un peu Thomas Brolin, qui était un grand joueur. Thomas Brolin était un très grand joueur de football. J'ai même envie de dire souvent pour les, comment on appelle ça, les fans suédois, je ne pense pas que Ibrahimovic a eu un impact dans l'équipe de Suède comme ce mec-là, Thomas Brolin. Thomas Brolin était un fabuleux joueur de foot et le joueur qui me rappelait beaucoup Thomas Brolin, c'est Forsberg. Donc on a en ce moment une sorte de perte de vitesse de ce poste-là. Ce poste-là n'existe plus. Citez-moi un numéro 10 actuellement. Ça n'existe plus. Citez-moi une formation. Non. Il y a des 8 ou des 6 excessivement techniques qui ont une certaine forme de coffre. Mais je l'ai dit, c'est l'époque du football moderne, Zidane n'aurait pas pu évoluer dans cette époque-là. Ni Platini. Il n'aurait pas pu évoluer dans cette époque-là. Pas du tout. Ils auraient une carrière qui finisse exactement comme celle de Pastore. Une carrière qui finisse exactement comme celle de Ozil. Et je pense que c'est dramatique qu'on pousse le foot à quelque chose d'aussi robotique. Parce que la réflexion que Michael Owen a donnée là, quand tu pousses la réflexion, ça va un peu dans son sens. Les joueurs ne sont plus skills techniquement comme avant. Les joueurs sont beaucoup plus des athlètes. C'est pour ça que j'ai du mal à regarder le foot moderne. Même quand tu vois les jeunes aujourd'hui jouer au foot, je ne suis pas forcément, comment dire, je ne suis pas forcément un joueur de foot. Moi, je pratique plus le basket. C'est le basket que je sais faire, mais le football, je suis pas truc, mais moi, j'ai beaucoup plus, si j'étais dans le monde du football, je serais beaucoup plus dans la DTN ou dans les instances un peu pour changer un peu la vision, parce que moi, je sais que j'ai une vision forte. Il n'y a pas besoin d'être un joueur de foot ou taper dans un ballon pour comprendre ce sport-là. Quand tu t'intéresses à fond, il y a plein de gars comme ça. Arrigo Sacchi, par exemple. Je vais prendre un exemple sur Arrigo Sacchi. Il était, je crois, cireur de chaussures avant d'être entraîneur à Parme. Et il n'avait jamais joué au haut niveau, quelque chose comme ça. Et qu'on lui a demandé comment vous voulez être entraîneur comment vous voulez être entraîneur alors qu'on n'a jamais joué au foot. Il a répondu avec une phrase magnifique. Je n'ai pas besoin d'être un cheval pour être un bon jockey. Je trouve que c'est une magnifique phrase pour répondre que le football aussi, il y a des penseurs de ce sport. Et parfois, le football est révolutionné par des penseurs qui n'ont jamais même touché un ballon. Ça, il y a une différence. Si tu étais un joueur de foot, c'est des joueurs de foot qui deviennent des grands coachs, il y en a très peu dans l'histoire du foot. Des joueurs de foot qui deviennent des grands dirigeants, il y en a très peu dans l'histoire du foot. Johan Cruyff fait partie de cette exception rare. C'est-à-dire un grand joueur qui devient un génie du foot, qui devient un truc. Moi, quand je vois Messi, je ne sais pas s'il va devenir un grand coach. Vous avez vu Maradona quand il a été coach, le désastre que ça a été. Vous avez vu Pelé. Pelé, alors, j'ai l'impression que il n'a rien réussi à l'après-football. Il était devenu juste un paragon du musée. Il est passé à tant que entraîneur un peu. Je crois qu'il avait été entraîneur. Je sais pas s'il avait été entraîneur de Santos, mais il avait été entraîneur d'un truc. C'était de la merde. On a voulu le mettre à la présidente de la fédération brésilienne. C'était de la merde. Chaque fois qu'on a voulu le mettre dans les instances, il n'avait aucune idée, aucun truc, aucune pertinence et tout. Parce que quand parfois tu es un génie du foot, tu ne comprends pas justement les paramètres qui t'ont permis à ce que toi tu puisses exprimer ton talent. Donc arrêtez de regarder, ouais, t'as jamais tapé le ballon. Non, si tu es un peu cultivé sur l'histoire de ce sport-là, tu sais que les gars qui ont marqué l'histoire de ce sport-là, en termes de impact sur le jeu, c'est même pas forcément les joueurs, mais c'est les coachs qui les ont mis dans les trucs. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je vous insiste, là où vous parlez toujours des débats sur les joueurs, des débats sur les trucs, pour faire des trucs à la stat, à la con, je vous mets des personnages qui sont des penseurs du foot. Parce qu'on oublie de parler des penseurs du foot. Je pense que c'est même plus important de parler de Georges Sébès que de parler de Cristiano Ronaldo. C'est beaucoup plus important de parler de ce genre de mec-là. Le foot, c'est 90% ce qui se passe autour, 10% le terrain. Le terrain, c'est juste une résultante du travail de 90% qui se passe autour, dans la politique de formation, dans la politique de recrutement, et dans la politique et dans la mise en place d'un système qui permet à ce que les joueurs qui vont entrer sur le terrain puissent être performants.
Le jour où en Afrique, on commence à comprendre ça, on ne sera plus, on pourra gagner une Coupe du Monde. Mais tant qu'on ne comprendra pas ça, dans ce continent-là, et qu'on est toujours là en train avec des débats et que même dans comment on appelle ça, les observateurs, les soi-disant observateurs, ne posent pas ces questionnements-là, on n'aura jamais une équipe africaine qui gagnera une Coupe du Monde. On ne sera jamais en train de rivaliser avec ces mecs. Donc si on veut commencer à comprendre un peu le foot, arrêtons les débats débiles, Messi, Cristiano Ronaldo et tous les trucs sur l'individualisation des joueurs, comme vous voulez même faire avec les Erling Haaland et autres tout. Maintenant, je vois que c'est pour ça que je ne parle. Il y a même un ami qui m'a demandé pourquoi tu ne fais pas un truc sur le jeu de Bellingham. J'ai dit, j'aurais fait ça il y a 4 ans si j'avais ouvert la page parce que il n'était pas encore truc quand il était à Birmingham là. J'ai fait ça maintenant alors que tous les oiseaux sont maintenant suceurs de Jude Bellingham. Ça sert à rien, tous les mecs là, tu vois, le culte du joueur, ouais, je vais aller Jude Bellingham parce qu'il joue au Real Madrid. Non, moi je suis pas. Ah, putain, la manière dont les gens confondent prend ce sport-là, c'est tellement énervant parfois. Je regardais l'autre jour des stories. Jude Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham. Les mecs là ne s'intéressaient même pas à Jude Bellingham il y a 5 ans quand il était à Birmingham. Ils ne s'intéressaient même pas. Le Real, là, tout le monde le regarde comme un imbécile. Bref, pour revenir à ce que Michael Owen dit, Michael Owen a totalement raison. Les joueurs du passé ont beaucoup plus de skills, ont beaucoup plus de techniques, ont beaucoup plus de techniques que les joueurs actuels. Les joueurs actuels sont les meilleurs athlètes, mais les joueurs du passé sont les beaucoup plus techniques. C'est pour ça que c'est plus agréable de regarder les matchs d'avant que les matchs de maintenant. Pourquoi? Parce que tu as une palette de joueurs techniques, même si le rythme n'est pas forcément un rythme comment on appelle un peu ça, un rythme sans, comment on appelle ça, un rythme à 100 à l'heure. Il y a des pauses, des moments de pause, des moments de réflexion, des trucs. Quand tu regardes même le film, le match Brésil-Italie de 70, tu vois qu'il y a des moments où le match ne peut pas à 100 à l'heure, qu'il y a des moments de réflexion comme un jeu d'échecs, il y a un truc, il y a une mise en place, il y a tout ça. Maintenant, le football doit toujours être dans cette excessive verticalité, et dans cette excessive course de l'efficacité et du sang à l'heure que, à un moment donné, je pense que ça a été problématique. Et je pense aussi qu'il y a eu des coachs dans l'histoire du foot qui ont amené un peu à ce que le football va plutôt dans ce sens de la verticalité en outrance. Ben, je prendrais 2 coachs et 2 équipes. Je commencerai d'abord l'autre jour par rapport à parler du Milan AC de Fabio Capello. Quand on a vu la manière dont ils ont battu et fessé le Barça de Johan Cruyff, où justement, il y avait ce travail déjà de verticalité, de contre-attaque, de trucs par rapport à une équipe qui a, comment on appelle ça, une grande possession de balle. Cette manière de gagner une équipe du Barça, de Barcelone, le Barcelone de Cruyff avec les Romario et toute la Guardiola et toute la clique là, s'inspirait vraiment de ces faits de sont imposés les fondements de ce que j'appelle le style un peu moderne un peu, le style moderne un peu qui est fait en contre-attaque et en mode de verticalité que Capello, je pense, fut l'un des premiers à avoir amené au foot. C'est un peu ce système là que Mourinho a fait avec l'Inter contre encore Barcelone et je me doute qu'il s'est inspiré du truc de Capello de 94. Je me doute de ça parce que l'Inter contre Barcelone, je ne parle pas du match retour parce que les gens parlent toujours du match retour en disant le match retour il y avait le truc de défendre à 10, je sais pas quoi là. Mais le match aller où l'équipe avait une verticalité incroyable, une truc en mode contre-attaque comme il l'avait là. Et ça, c'est inspiré, Mourinho s'est sûrement inspiré du Milan de 94 de Capello. Il a sûrement vu, lui aussi, qui est aussi un ancien gars du Barça, puisqu'il a été dans la soupe Barça en étant l'adjoint de Brian Robson. Je pense qu'il avait compris là. Et eux, je parle de l'Inter là, cet Inter de Mourinho, et le Capello de Milan, pas le Capello de Sacchi, mais le Milan de Capello. Le Milan de Capello, ces 2 équipes là ont posé les fondements de ce qu'on voit
un peu dans le football moderne aujourd'hui. Et des gars qui sont un peu la synthèse, un peu là, parce que Jürgen Klopp, c'est quelqu'un qui utilise un peu plusieurs codes. Il utilise un peu les codes de Guardiola en mixant encore avec les codes de Mourinho, le code des possessions avec beaucoup plus de verticalité, toujours avec son 4-3-3, justement, avec même les Sadio Mané sur le côté. Ça. Donc, il y a ça, ces mecs-là. Moi, je trouve que, sans vouloir, que ça empathie beaucoup, ce style-là empathie beaucoup sur la qualité technique des joueurs. Ce qui fait que les joueurs, on les prépare plus à être des athlètes, pour comme le rythme va être très dense dans l'activité de jeu de course. C'est pour ça qu'on aime beaucoup des mecs qui courent. Et ça, c'est vraiment l'apport des joueurs comme Cristiano Ronaldo de ce mindset du footballeur là. Parce que comme le footballeur est vraiment concentré à être plus un athlète, on ne travaille plus la technique. Et les joueurs sont très peu techniques, hein, maintenant. Très très peu. Il y a toujours des gars qui savent manier le ballon, mais les joueurs sont très très peu techniques. Vous vous rendez compte que peut-être les deux meilleurs joueurs du monde actuel sont les joueurs avec la technique individuelle la plus basique. Parce que Mbappé, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais même si j'adore Mbappé, hein, mais Mbappé n'est pas un joueur qui a une technique individuelle hors norme. Et Erling Haaland non plus. Ils ont des qualités de vitesse, ils ont des qualités d'appui et ils ont des qualités d'intelligence. Ça, c'est ce qu'ils ont. Mais les qualités techniques intrinsèques, ils n'ont pas. Quand tu vois même un peu des joueurs, juste même pas des gros joueurs du passé, par exemple, je vais penser à quel attaquant, par exemple, un peu. Je vais prendre même un attaquant comme ça qui n'était pas, qui a été un grand joueur italien, je trouve, mais pas forcément un grand joueur sur le plan mondial. Et que je pense que on peut le citer comme un super joueur italien. Je pense à un mec comme Del Vecchio, par exemple. Les niveaux techniques de Del Vecchio, je parle technique pure du ballon. Ah, c'est écrase des mecs comme Mbappé ou Haaland. Je parle technique, hein. Je parle pas vivacité, puissance ou quelque chose de. Je parle juste technique, balle au pied. Qu'est-ce qu'ils font balle au pied? Et des mecs comme ça, Del Vecchio, qui était pas un des meilleurs joueurs du monde à son époque, mais qui était un super joueur italien. Il y a plus de profil comme ça. Michael Owen, il n'était pas juste rapide et vif, il était excessivement technique, Michael Owen. Excessivement technique. Le but qu'il marque contre l'Argentine, là, c'est pas un but seulement de vivacité. Vous voyez l'extérieur, la manière dont il reçoit le ballon en contrôlant de l'extérieur du pied pour l'amener et il arrive à dribbler, là, le fabuleux but contre l'Argentine, c'est technique ce qu'il fait. C'était pas juste la puissance. Et quand tu vois Alain et Mbappé, tu vois beaucoup de vivacité que de technique. Donc c'est un peu ça, un peu qui me désole un peu dans le football moderne. Je trouve que ce que Michael Owen a dit, il a dit quelque chose d'intelligent. Ça se voit même un peu sur leur réaction, un peu même aussi de ce post-là, qui a eu que des likes et que des cœurs. Parce que tout aficionados de foot, qui regarde le foot depuis longtemps, et qui aussi connaît l'histoire un peu de ce sport, parce que je pense qu'il faudrait un peu que les jeunes générations se concentrent aussi à l'histoire du sport. Ce sport-là a plus de 100 ans. Regardez un peu l'histoire de ce sport-là. Et tout, c'est très important de regarder l'histoire du sport que tu regardes. Ça permet de mieux le comprendre et ça permet de mieux anticiper ce que tu vas voir dans l'avenir. Le football c'est pas toujours tout de regarder seulement actuellement. Je pense que il faudrait apprendre les gens à regarder le foot. Très peu de gens commencent à regarder le foot actuellement. Très peu de gens savent analyser le foot. Là, je suis sûr que je suis en train de surprendre énormément de gens là en train de parler là parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que j'avais cette culture foot là. Ils pensaient que on n'imaginait même pas encore. Je n'ai même pas encore parlé de basket. Hein. Et là, le basket même, je pratique. Même pas encore parlé de basket. J'hésite, hein, je sais pas encore quelle langue je vais commencer. Mais même le basket aussi, je dis. Tous les domaines dans lesquels je m'intéresse à l'essence de comment ils sont.
C'est pour ça que la plupart des vidéos que je fais sont pertinentes. Je me suis toujours intéressé à l'essence, d'où vient le truc et tout. Même un peu maintenant que je me concentre un peu à recomprendre un peu le rugby, où ça vient, mais je ne suis pas encore arrivé à un haut niveau pour pouvoir en parler. Je suis qu'encore qu'un simple béotien dans le domaine. Je pense que l'interview de Michael Owen est intéressante. Je pense qu'il faudrait que vous la regardez. Tapez le truc Michael Wenderson. Je vais essayer peut-être de le mettre en description. Et voilà quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.